Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à soutenir l'émission sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Jeffrey Sachs. Le professeur Sachs enseigne à l'Université Columbia. Il est économiste, analyste des politiques publiques et une voix importante dans le domaine de la géopolitique. Professeur Sachs, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Ravi d'être de retour parmi vous. Merci. Cela fait plus d'un mois que la guerre a commencé et nous vous avons reçu dès le début. Comment décririez-vous ce qui s'est passé au cours du dernier mois environ? Beaucoup de destruction, beaucoup de souffrance et aucune rencontre des esprits, évidemment. C'est une guerre d'agression menée par les États-Unis et Israël et ils ne montrent aucune intention de mettre fin à leur agression. Ils pensaient que l'Iran serait à genoux, ou mort, ou détruit, ou sous la coupe des États-Unis et d'Israël à ce stade. Cela ne s'est pas produit. Nous avons donc une guerre d'agression lancée sur des bases plutôt fragiles et illusoires. L'idée que tuer quelques dirigeants placerait l'Iran sous la domination d'Israël et des États-Unis. Quand cela ne s'est pas réalisé, tout ce qui a suivi n'a été qu'escalade et improvisation. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Nous entendons parler de cet ultimatum de Trump à l'Iran concernant le blocus du détroit d'Ormuz. Le délai a été prolongé d'un jour. Comment interprétez-vous cet ultimatum, celui de faire pleuvoir l'enfer sur l'Iran si le blocus n'est pas levé? Eh bien, ils font pleuvoir l'enfer sur l'Iran depuis 4 semaines. Donc dire que maintenant on va devenir sérieux n'est pas vraiment sérieux. Trump est un cinglé et il fait pleuvoir l'enfer sur tout le monde jour après jour. Je ne prends pas à la légère ce qu'il dit, mais je ne pense pas non plus qu'on ait fait preuve de douceur jusqu'à présent. Israël et les États-Unis ont assassiné, tué, bombardé à travers l'Iran ces 4 dernières semaines. Je pense qu'il est probable qu'ils continueront à le faire. Je pense aussi qu'il est probable que l'Iran conservera sa capacité de riposte et qu'il continuera à infliger de graves dommages en Israël et dans les pays du Golfe. Donc je vois cette guerre se poursuivre. Je ne pense pas que l'ultimatum de Trump ait beaucoup de poids. Il y a des informations selon lesquelles certains responsables de la Maison-Blanche parlent d'une approche à double voie. Trump qui intensifie d'un côté, mais aussi des médiateurs, non seulement des pays comme le Pakistan, l'Égypte et la Turquie, mais également des responsables au sein de son administration, dont J.D. Vance, Kushner et Witkoff, qui discutent d'une fin à cette guerre. Est-ce simplement du bluff? Est-ce que cela a un sens? Et qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas exactement un bluff, mais ce n'est pas non plus très probable que cela réussisse. Kushner et Witkoff, d'accord, ça dit presque tout. Ce sont des sionistes acharnés dont le bilan est nul. S'ils font encore partie de cette équipe de négociation, cela signifie presque à coup sûr qu'il n'y a pas de véritable négociation en cours. Donc je ne considère pas cela comme sérieux. De plus, Trump n'a qu'une seule manière de négocier, qui consiste à dire « je te frappe au visage, je t'assomme, je te blesse, je te menace de mort, puis je dis « maintenant, tu es d'accord avec moi. Et si tu ne l'es pas, je te tue. » C'est à peu près le seul jeu qu'il ait dans son répertoire. Il fait cela à répétition. Cela fonctionnait de temps en temps avec, disons, les ouvriers syndiqués qui installaient la plomberie dans ses immeubles.
Il les roulait quand il était promoteur immobilier. Je pense que nous constatons que ça ne fonctionne pas vraiment sur la scène internationale. Cela ne met pas fin aux guerres. Cela ne conclut pas de traités. Cela ne fait rien de ce que Trump pense que cela fait. Je le considère comme un simple d'esprit avec un seul mode démonstratif, à savoir je te menace de mort, puis je te fais une demande et tu acceptes. Je ne pense pas que les Iraniens, d'après ce que je peux voir, soient susceptibles de se plier à cela. Les responsables iraniens ont déclaré qu'ils ne négociaient pas directement, mais qu'ils répondaient à différentes propositions émanant de diverses régions du monde. Pendant que cela se poursuit, des fragments de ces rapports apparaissent dans les médias. Nous n'avons pas encore une vision complète de la situation, mais il est question d'une fin permanente de la guerre. À présent, les médias occidentaux, comme ils l'avaient fait avec l'Ukraine, parlent d'un cessez-le-feu. Et des personnes comme vous, ainsi que de nombreux autres qui ont débattu du conflit OTAN-Russie, ont dû expliquer à maintes reprises qu'un cessez-le-feu et une fin permanente du conflit n'étaient pas la même chose dans le cas de l'Ukraine. Cela impliquait essentiellement d'inverser le manque de neutralité de l'Ukraine et aussi de la démilitariser afin qu'elle ne représente plus une menace pour la Russie. Si vous le pouvez, dites-nous un peu ce que, selon vous, l'Iran entend par une fin permanente du conflit, plutôt qu'un simple cessez-le-feu, comme le décrivent les médias traditionnels. Oui, c'est un point très simple. La différence entre un cessez-le-feu et une fin permanente du conflit, c'est qu'une fin permanente exige d'examiner les causes du conflit et que les États-Unis et Israël fassent réellement quelques concessions. Alors qu'avec un cessez-le-feu, l'idée est que les tirs cessent, Donald Trump annonce une grande victoire et rien n'a vraiment changé quant à la capacité d'entrer en Iran et d'y tuer des Iraniens quand ils le souhaitent, de les assassiner quand ils le souhaitent, d'attaquer leurs bases quand ils le souhaitent, sans aucun coût pour Israël, qui agit en toute impunité dans tout le Moyen-Orient. Il y a donc une grande différence entre un cessez-le-feu et une paix véritable. À mon avis, la véritable paix commence par le fait que les États-Unis et Israël continuent d'attaquer l'Iran. Eh bien, comment cela va-t-il s'arrêter? Que les États-Unis déclarent « Nous avons un cessez-le-feu », ce n'est pas très crédible. Même un traité avec les États-Unis est plutôt dérisoire. Ce n'est pas un pays qui respecte ses traités. La seule véritable solution consiste donc à dire que ces bases militaires qui entourent l'Iran ne sont plus des bases américaines libres d'agir. Il faudrait que les États du Golfe affirment « Oui, nous avons notre souveraineté et ces bases ne peuvent pas être utilisées pour des attaques contre l'Iran. » Ce serait un point de départ. C'est ce que l'Iran a déclaré. Pourquoi sommes-nous entourés de bases militaires américaines? Je pense qu'une paix durable exige l'existence d'un État de Palestine aux côtés d'un État d'Israël. Sans cela, il n'y aura pas de paix. Israël poursuit simplement son programme de Grand Israël. Il envahit le Liban, il attaque et envahit la Syrie, il agit en toute impunité. D'ailleurs, il n'y a aucune sécurité pour l'Iran tant qu'Israël agit en toute impunité avec le soutien des États-Unis. Les États-Unis devraient donc dire quelque chose à propos d'Israël. Oh, ils ne le feront jamais, pas en ce moment. Peut-être qu'ils le feront un jour, mais pas aujourd'hui. Et cela, à mon avis, signifie que les États-Unis ne sont pas sérieux. Bien sûr qu'ils ne le sont pas. Les États-Unis veulent conserver toutes leurs prérogatives, pouvoir intervenir et foutre une raclée à l'Iran quand bon leur semble. C'est ça un cessez-le-feu. Ce que l'Iran cherche, peut-être un peu trop poliment d'ailleurs, c'est une garantie que ce n'est pas simplement une nouvelle pause de quelques mois avant que toute sa direction ne soit à nouveau décapitée, surtout quand c'est l'intention déclarée des États-Unis et d'Israël. Donc, je pense qu'on est dans une impasse.
et il est possible que l'Iran cède ou capitule. J'en doute. Mais une chose est sûre, les États-Unis et Israël n'ont pas fait la moindre concession concernant la sécurité de l'Iran jusqu'à présent. Et je ne pense pas qu'ils le feront. Sans parler de ce que vous dites, à savoir la fin permanente des bases américaines dans le Golfe Persique et ailleurs, ainsi que la fin de l'occupation en Palestine. Ce sont les bases d'une véritable paix au Moyen-Orient, comme je le dis depuis je ne sais combien de décennies. Si l'on veut vraiment la paix au Moyen-Orient, Israël, qui est une nation hors la loi, doit cesser de se comporter comme tel. C'est le point le plus fondamental. Les États-Unis, qui s'associent à Israël dans tous ces comportements illégitimes, doivent également arrêter. Les bases militaires américaines doivent être supprimées en Europe de l'Est et dans la région du Golfe. Elles ne sont qu'un aimant à guerre. Les bases militaires dans les pays du Golfe peuvent-elles, en particulier, disparaître sans une transformation significative des structures gouvernementales de ces pays, compte tenu de leur longue histoire de dépendance à la sécurité américaine? À tout le moins, on peut aussi réfléchir au schéma d'investissement, toute l'histoire des pétrodollars, et ainsi de suite. Cela soulève également des questions sur la pérennité du dollar lui-même. Si ces pays cessent d'acheter des armes américaines et ne réinvestissent plus leurs excédents dans des actifs américains, cela pourrait déstabiliser le dollar à un moment où les rendements obligataires ont augmenté. Je suis enclin à penser que nous pourrions avoir la paix. Les États-Unis pourraient même s'en sortir sans quelques bases militaires dans le Golfe. Je ne crois pas que ce soit encore des enjeux existentiels pour les États-Unis ou pour le dollar américain. La part du pétrole dans le commerce mondial ne représente que quelques pourcents. En réalité, ce n'est pas si important. C'est gérable. Ce n'est pas vraiment la source de la position économique des États-Unis. Peut-être que certaines personnes le croient et qu'elles sont prêtes à se battre pour cela, mais ce n'est pas le cas. Les États-Unis s'en sortiront très bien sans base militaire dans le Golfe. Et même si une part significative des revenus pétroliers est libellée en yuan, en roupies ou en renminbi, cela n'aura pas vraiment d'effet notable sur l'économie américaine. Si je conseillais le gouvernement américain, je lui dirais de se calmer. Vous n'avez pas besoin de ces bases. L'Iran ne va pas envahir le Golfe. L'Union soviétique, qui n'existe plus, ne va pas envahir le Golfe. Il n'y a aucune raison d'avoir ces bases militaires, si ce n'est pour maintenir l'hégémonie américaine, ce qui est totalement indigne. Pourquoi ces bases sont-elles vraiment là? Pour se protéger contre qui? Aucune raison. Donc je pense, et d'ailleurs Trump lui-même l'a dit, et je lui en donne le crédit, même si je le considère comme un fou, il a dit il y a quelques jours, « Nous n'avons pas assez d'argent pour la guerre et les soins de santé. » Et ensuite il a ajouté, « Eh bien, nous devrons simplement nous passer de soins de santé. » L'homme est cinglé, mais malgré tout, il a raison. Nous n'avons pas assez pour les deux. Alors fermez ces bases, bon sang. Les Américains veulent des soins de santé. Et que pensez-vous de l'argument selon lequel l'un des motifs des États-Unis pour attaquer l'Iran, je ne parle pas du motif israélien, serait la Chine? L'argument avance qu'une telle attaque perturberait le commerce pétrolier chinois et anéantirait également la perspective future de voir le pétrole soutenir la nouvelle monnaie des BRICS. Je pense qu'il y a une part de vérité dans cette proposition, dans le sens où c'est ainsi que certains Américains, certains dirigeants américains l'aperçoivent. Ils pensent que si nous contrôlons le Golfe des deux côtés,
l'Iran et les pays arabes, alors nous serons dans une position bien plus forte vis-à-vis de la Chine. Je pense que c'est une partie du calcul que quelqu'un a exposé à Trump. Encore une fois, je pense que ce n'est pas seulement indigne et voué à l'échec, mais aussi que cela ne repose pas sur une véritable analyse économique. L'Amérique ne gagne pas la compétition avec la Chine pour le prétendu contrôle du Golfe. En réalité, aujourd'hui même, le président Xi a déclaré que nous allons accélérer notre transition vers la sécurité énergétique grâce aux énergies renouvelables et au nucléaire sur notre territoire. Cela réduira encore davantage notre dépendance au pétrole étranger. Ce fait, qui va se produire, ajouté au fait que les États-Unis ne peuvent pas réellement diriger les marchés mondiaux de l'énergie, malgré leurs prétentions à le faire, signifie qu'engager une guerre dans ce but n'est pas un bon calcul. Mais je suis d'accord avec vous, cela fait partie du raisonnement des décideurs américains. Je pense simplement que ce n'est pas un bon calcul. Concernant l'impact de la guerre, certains analystes affirment qu'elle pourrait accélérer l'achat ou la recherche de technologies chinoises pour la transition vers l'énergie verte, en particulier dans le sud global, et que cela pourrait entraîner une diffusion de la technologie, comme on l'a observé tout au long de l'histoire des sciences et des technologies. À quel point êtes-vous optimiste quant à cet impact? How optimistic are you about this impact? Je pense qu'en général, il est vrai que cette guerre va accélérer la transformation du système énergétique mondial, en particulier dans les économies émergentes, vers l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique et le nucléaire. Ils en concluront que parier sur le Golfe n'est pas un bon pari. Nous devrions effectuer cette transformation pour des raisons écologiques et d'efficacité uniquement. Mais en raison des intérêts bien établis des lobbies du charbon, du pétrole et du gaz, cette transformation a été ralentie. Lorsqu'elle se produira, et elle est en train de se produire, mais lorsqu'elle s'accélérera encore, la Chine sera au centre de cette transformation. J'espère que l'Inde deviendra également un important fournisseur. Mais les États-Unis et l'Europe ne seront pas de la partie, car tous deux ont essentiellement misé sur la poursuite du monde fondé sur les combustibles fossiles. Les États-Unis en particulier, puisqu'ils en sont un grand producteur. Et Trump encore plus, car c'est un ignorant par-dessus le marché. Il a donc misé sur le forage à tout prix. Cette guerre aura pour effet d'accélérer la transformation vers une énergie verte ou zéro carbone menée par la Chine. On parle beaucoup, dans les marchés émergents comme dans les pays du Nord, d'autonomie, surtout depuis que cette guerre est survenue après une série d'événements tels que la guerre tarifaire mondiale sous l'administration Trump, la tentative d'enlèvement de Nicolás Maduro au Venezuela et probablement une guerre imminente contre Cuba, les sanctions étant devenues de plus en plus sévères et équivalent désormais à un blocus. Ainsi, de pays en pays, on observe des discussions sur l'autonomie. Bien sûr, un aspect de cela concerne la souveraineté militaire, mais l'autre touche à l'autonomie économique. Nous avons reçu Prabhat Patnaik et John Bellamy Foster, le rédacteur en chef de Monthly Review, et je leur ai posé cette question sur l'autonomie. Leur argument, d'un point de vue marxiste, est que toute l'ère de l'hypermondialisation, qu'il s'agisse du commerce ou de l'investissement, a atteint sa fin et que les pays pourraient désormais reconsidérer la mondialisation et l'ouverture sans entrave en raison des vulnérabilités qu'elles entraînent. Je suis très curieux de connaître votre réaction et la nature de votre contribution à ces discussions sur l'autonomie, en particulier pour les pays du Sud global.
Eh bien, je n'y crois pas exactement de cette façon. Le plus grand bénéficiaire de la mondialisation a été la Chine. La Chine est passée de la pauvreté à une très grande prospérité grâce à une économie tournée vers l'extérieur, et elle y est parvenue en grande partie grâce à ses exportations vers les États-Unis et l'Europe. Puis, à mesure que la Chine est devenue plus prospère, les États-Unis ont claqué la porte de leur propre marché. Et l'Europe a, je dirais, à moitié fermé la porte. Non pas parce que les fondements économiques sont erronés, mais à cause de la géopolitique. Les États-Unis préfèrent se punir eux-mêmes et nuire à leur propre économie, plutôt que de voir la Chine tirer un avantage particulier de cette situation. Mais la mondialisation, dans l'ensemble, est bénéfique pour les économies émergentes. Cela accélère la croissance si c'est fait correctement et efficacement, comme l'ont fait la Chine, Singapour ou de nombreux pays de la région de l'ASEAN. Et je pense que l'Inde, de manière générale, fait cela en ce moment et le fait depuis les 20 ou 25 dernières années. Il est très difficile de se développer de manière autarcique. L'Inde a connu pendant longtemps le régime du permitrage. Cela n'a pas conduit au progrès. Le développement qui a été très efficace, selon moi, a été l'ouverture. Le pays qui se referme aujourd'hui, c'est les États-Unis. Et pourquoi se referme-t-il? Il se referme parce que la mondialisation est efficace. Elle est si efficace qu'elle affaiblit la position relative de l'Amérique. Pas sa position absolue d'ailleurs, mais sa position relative. Les États-Unis ont continué à bénéficier du commerce avec la Chine, mais la Chine en a tiré profit plus rapidement, davantage. Elle avait plus de retard à rattraper. Pour moi, c'est une réussite. Je ne partage donc pas vraiment l'idée que la mondialisation ait été néfaste. En revanche, je suis d'accord pour dire que les relations économiques néocoloniales sont une punition. Le fait que l'Europe et les États-Unis pillent les ressources naturelles de l'Afrique est une punition, mais pas le commerce ni l'investissement. J'aimerais que les BRICS deviennent la base du commerce mondial. Les économies émergentes, qui représentent environ 80 à 85% de la population mondiale et probablement autour de 60% du PIB mondial, devraient maintenir un système ouvert. Je pense que c'est mutuellement bénéfique. Cela accélère le transfert de technologies et permet des flux financiers qui peuvent aider les régions à court de capitaux à rattraper leur retard plus rapidement. Et je pense que les soi-disant anti-mondialistes ou critiques de la mondialisation devraient réfléchir au fait que ceux qui sont aujourd'hui les plus protectionnistes sont les anciennes puissances établies. Et elles voient d'une certaine manière à juste titre qu'un système ouvert signifie que l'Europe et les États-Unis perdent leur position privilégiée dans l'histoire. C'est vrai. Mais à mon sens, c'est très bien. C'est justement le but. C'est ce qui fait un monde multipolaire. Voici donc comment je vois les choses. J'aimerais que la Chine et l'Inde entretiennent de bonnes relations commerciales entre elles. J'aimerais que les BRICS disposent d'un système commercial ouvert, avec des flux d'investissement et des échanges au sein de la région. J'aimerais que l'Afrique établisse de bons partenariats avec l'Inde, la Chine, la Russie, le Brésil et d'autres, car je pense que cela accélérera également le développement économique du continent. Oui, les anti-mondialistes ne seraient peut-être pas en désaccord avec toi au sujet du protectionnisme dans le cœur impérial, car tout au long de l'histoire du colonialisme, il y a eu des restrictions très arbitraires destinées à protéger les industries nationales. Exactement, oui. Donc le point essentiel, à mon avis, c'est que la période du haut impérialisme, qui s'étend grosso modo de 1800 à 1950, pour l'Inde, on pourrait dire de 1750 à 1950, à peu près, a absolument brisé les économies dépendantes ou coloniales, sans aucun doute. Ce fut une grande ère de divergence.
Mais la véritable mondialisation, et même la version très imparfaite que nous avons connue après la Seconde Guerre mondiale, a globalement permis un rétrécissement de l'écart, une période de convergence économique. Pas de manière uniforme, ni équitable, et tout le reste, mais si les choses étaient restées fermées, cela aurait été pire pour la Chine, pour l'Inde, pour d'autres grands membres des BRICS, par exemple, que ce qui s'est effectivement produit. Members of the BRICS, for example, than in fact is the case. And if the system were to be Et si le système était ouvert et transparent, réciproquement équitable dès maintenant, ce serait un grand avantage pour les économies émergentes. Non pas un obstacle, mais un avantage. C'est dans ce sens que j'aimerais voir la mondialisation se poursuivre, car je suis favorable à un monde multipolaire. Je suis favorable à ce que l'Europe et les États-Unis perdent leur position privilégiée, non pas parce qu'ils sombrent dans une crise absolue, mais parce que les autres se développent plus rapidement, comblant les écarts créés durant l'ère impériale. ending the gaps that were created during the imperial age. I just wanted to quickly ask you about Je voulais simplement vous poser rapidement une question sur votre conception des investissements à l'ère de la mondialisation, car c'est souvent du commerce dont on parle. Mes propres recherches montrent que, par exemple en Chine, les restrictions à l'investissement ont été très fortes, en particulier sur les marchés de capitaux. Au cours des premières années, dans les années 1990 et au début des années 2000, il existait toutes sortes de restrictions. Ce que la Chine a réussi à faire, c'est essentiellement attirer des investissements à long terme tout en limitant les flux de capitaux à court terme. Maintenant, pourquoi la Chine a pu le faire et pas d'autres pays? C'est une discussion plus longue. Mais je voulais simplement demander, lorsque nous parlons d'ouverture de manière générale, reconnaît-on le danger de la dépendance aux flux de capitaux à court terme auxquels les pays du Sud global sont souvent confrontés, ne serait-ce que pour des raisons de balance des paiements, que ce soit la dépendance au marché boursier ou au marché des euro-obligations. Cela a provoqué des ravages dans de nombreux pays d'Afrique. Oui, donc l'ouverture signifie beaucoup de choses. Cela signifie le commerce de biens et de services, les transferts de technologies, l'investissement étranger et les mouvements de capitaux à long terme, comme les prêts à long terme. Et cela peut aussi signifier l'ouverture aux transactions à court terme, dépôts interbancaires, emprunts à court terme sur les marchés internationaux et ainsi de suite. Ce qui est fondamentalement vrai, c'est que les marchés financiers sont sujets aux crises, et en particulier les capitaux à court terme sont sujets aux paniques, aux retournements soudains et aux arrêts brusques des flux. Il existe une vaste histoire et une abondante littérature sur les paniques bancaires, les paniques des marchés de capitaux, les crises de balance des paiements, et ainsi de suite. Tout cela reflète presque toujours des problèmes de liquidité à court terme. Lorsque soudainement, un gouvernement n'est plus en mesure de renouveler son crédit, ou qu'il y a une ruée sur les banques d'un pays. Et ce que l'histoire a montré, c'est que dans un contexte économique national, ces crises doivent être prévenues et gérées en faisant intervenir la Banque centrale ou d'autres institutions comme prêteurs en dernier ressort, ou en mettant en place une assurance des dépôts ou d'autres mécanismes qui empêchent les paniques ou y répondent rapidement. À l'échelle internationale, nous n'avons pas cela aujourd'hui. Le seul prêteur en dernier ressort du système international est la Réserve fédérale américaine, en raison du rôle du dollar dans ce système. Mais la Fed n'agit comme prêteur en dernier ressort que pour les pays favorisés par la politique étrangère des États-Unis. En réalité, elle agit souvent comme un instigateur de crise dans les pays opposés à cette politique. Elle provoque des crises, elle a déclenché la crise iranienne de 2025. Même notre secrétaire au Trésor l'a expliqué en détail.
C'est pour cela que les flux de capitaux à court terme sont si dangereux pour les pays. Il n'y a pas de prêteur en dernier ressort. On s'expose simplement à l'instabilité. Cela signifie qu'il faut une régulation des marchés de capitaux, beaucoup de prudence et des mécanismes permettant d'avoir une forme de prêteur en dernier ressort. J'aimerais que les BRICS créent quelque chose de ce genre, en dehors du système du dollar américain. Au moins des lignes de swap généreuses entre les principales banques centrales des BRICS, la roupie, la Banque de réserve de l'Inde, la Banque centrale de Russie, la Banque populaire de Chine, et ainsi de suite. Car il faut ce type de prévention des crises. Ouvrir simplement la porte au mouvement de capitaux est à proscrire. Je viens de me rendre compte que je dois y aller. J'ai un appel tout de suite. Nous allons nous arrêter là, professeur Sachs. Merci beaucoup pour votre temps. Prenez soin de vous. Take care. Ravi d'être avec vous. Merci. Hi, my name is Ayushman. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.